Bonjour, chers participants. Bonjour, chers membres du Conseil de travail et de dialogue social. Bienvenue à cette formation sur l'impact de la COVID-19 sur les économies des États membres de l'UEMOA. Nous sommes donc avec le module 4 sur, en particulier, la partie 2 donc, du module 4 sur les modes de financement de la dette publique pré-COVID-19 dans l'espace UEMOA et leurs conséquences sur la stabilité financière des économies de l'Union. Alors, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que par rapport au mode de financement des économies ou au niveau donc, de l'espace UEMOA, nous avons besoin de séparer ces situations en deux parties. Donc, la partie donc, qui concerne des indépendances jusqu'aux années 94, où il y a eu la dévaluation du franc CFA, donc une situation prévalait, et il y a une autre situation donc, qui est revenue au niveau donc, de ces États à partir donc, de cette dévaluation donc, du franc CFA jusqu'à cette période de crise sanitaire qui est donc la pandémie de la COVID-19. Donc, nous allons, dans la présentation de cette deuxième partie, d'abord nous concentrer premièrement sur les années, des années de l'indépendance jusqu'à la dévaluation du franc CFA en 1994. Notons que la décennie du 1960 a été marquée par l'accession à la souveraineté politique, alors que la décennie 70, c'est celle-là où il y a eu le transfert de la souveraineté économique et monétaire dans un contexte où il y avait l'économie mondiale était favorable, il y avait la croissance des coûts des matières premières au niveau donc, des économies en développement au début de la décennie. Et donc, à cette période-là, cela a créé justement des ressources nouvelles pour les États avec les cours mondiaux des matières premières qui étaient favorables pour ces pays exportateurs de ces produits-là. Alors, à la suite donc, des nouveaux accords de coopération signés en novembre 1973 à Dakar, le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de nouvelles règles d'intervention de la Banque centrale ont été définies en 1976 et ces nouvelles règles prévoyaient donc, la possibilité des crédits à long terme et des prêts directs au Trésor national. Donc, les pays donc, de l'espace UEMOA qui ont mis ensemble leur politique monétaire et leur banque centrale est la BCAO. Donc, ces pays-là avaient la possibilité d'avoir des crédits à long terme donc, au niveau donc, de la Banque centrale et aussi, ils avaient accès à des prêts directs. Donc, les trésors nationaux, avaient accès à des prêts directs. Donc, quand au cours donc, de la loi de finances, lorsque on a fini de faire quoi, d'adopter donc la loi de finances, s'il y a un déficit qui est voté par, n'est-ce pas, le Parlement, cela voudrait dire que ces pays-là avaient la possibilité donc de se faire financer, donc financer ce déficit-là auprès donc de la Banque centrale. L'autre chose, c'est qu'il y avait eu des potentialités financières qui sont libérées au niveau donc de ces États par la croissance des coûts des matières premières au début de la décennie. Et ces revenus que ces pays-là ont eus au début donc, des années 70, cela a amené ces pays-là à pouvoir mettre en place le développement. Et ces politiques de développement sont mobilisées autour des grands travaux d'infrastructure et étaient basées surtout sur le recours à l'endettement extérieur devant la faiblesse des marchés internes. Donc, à ce moment-là, ces pays-là, avec l'évolution favorable des cours des matières premières, ces pays ont mis en place donc, des politiques de développement et ces politiques de développement s'appuyaient sur l'endettement extérieur.
Donc, on comptait sur l'endettement extérieur parce que les marchés internes n'étaient pas aussi développés pour pouvoir financer leur plan de développement. Mais comme on espérait que tirer des recettes, donc des exportations des matières premières, ces projets-là étaient du coup, dans une certaine mesure, viables, bancables. On pouvait les mettre, on pouvait compter sur, n'est-ce pas, les cours des matières premières ou bien les exportations des matières premières. Donc, l'agenda du développement en ce moment a été très largement basé sur l'endettement extérieur et la mobilisation des recettes d'exportation qui étaient en hausse constante en ce moment, donc au début donc, des années 70. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autre chose aussi, c'est que au cours de cette période aussi, cet endettement des pays de l'UEMOA ou bien des pays à faible revenu en général en ce moment-là a été facilité par le fait que dans les années 70, le développement des marchés financiers internationaux et la concurrence croissante entre les banques ont conduit nombre d'entre elles à se tourner vers les pays en développement, qu'ils soient à revenus intermédiaires ou même à faible revenu, pour essayer d'accroître la rentabilité de leur placement. Voilà ce que nous disions. Des fois aussi, ce qui amène les pays donc, dans l'endettement, c'est aussi la possibilité de développement du marché financier. Et justement, ces pays pouvaient compter sur ces marchés financiers-là qui leur faisaient la cour de venir prendre les fonds pour leur programme de développement. Et le risque de tels placements n'apparaissait pas clairement à l'époque, étant donné la forte croissance de ces pays et l'inflation élevée qui rendait les taux d'intérêt réels négatifs. Donc, l'inflation était là, donc cela fait que comment l'appelle-t-on, financer le déficit était beaucoup plus facile. Et aussi, il y avait aussi la forte croissance qui était là. Et donc, qui dit forte croissance dit qu'on pouvait espérer des recettes qui sont directement liées à l'évolution de l'activité économique et donc de la croissance. Mais au second semestre des années 79, cet équilibre a vacillé lorsque le second choc pétrolier a produit un retournement de la conjoncture. La hausse du coût de l'énergie est désormais telle qu'elle n'est plus compensée par l'envolée des prix des matières premières. Donc, au contraire, on a assisté à la baisse des cours donc, qui s'est amorcée et cela a menacé les pays africains de la zone franc. Les recettes d'exportation ont chuté dramatiquement et au cours donc, de la décennie, ces recettes ont baissé donc, de 23% donc, du PIB de l'UEMOA dans les années 80 à 16% du PIB dans les années 89. Or, alors que les recettes chutent et les charges permanentes engagées dans le cadre des programmes de développement rendent difficile la baisse des dépenses publiques, les pays ont déjà élaboré des plans de développement, des plans quinquennaux. Les pays ont élaboré des plans quinquennaux. Et donc, il y a déjà des dépenses qui sont prévues. Il y a déjà des choses qui sont déjà élaborées, des machines qui sont installées, du capital qui est acheté. On doit produire, on doit continuer par acheter les matières premières, on doit se lancer dans cette dynamique de développement. Mais maintenant, voilà les cours des matières premières qui devaient nous permettre de dégager des ressources pour pouvoir faire face à notre endettement. Voilà que ces matières premières-là connaissent une chute. Donc, les recettes baissent, mais on ne peut non plus diminuer les dépenses, le rythme des dépenses, parce qu'on est déjà engagé dans des plans quinquennaux de développement. Ainsi, les recettes ont progressé moins vite que les dépenses tout au long des années 80. L'entretien des dépenses courantes et particulièrement des dépenses de personnel de la fonction publique progressant de manière constante. En plus, alors que les politiques expansionnistes des années 70 ont creusé des déficits budgétaires, la dynamique négative de l'économie mondiale a conduit aussi à l'amenuisement des ressources de financement extérieur renforcées par les premiers incidents et arrêts de paiement. Donc, d'un autre côté, non seulement au début donc, des années 70, avec les programmes de développement basés sur l'endettement extérieur, cela a amené les pays de la zone franc à creuser leur déficit, mais au même moment,
au niveau de l'économie mondiale, avec le deuxième choc pétrolier, le fait que, comment l'appelle-t-on, ça a affecté négativement l'économie mondiale. Les ressources aussi qui sont allouées au niveau donc, de l'économie mondiale ont baissé, ont, ont été réduits. Et donc, du coup, les pays là qui comptaient sur cet endettement extérieur ne pouvaient pas avoir exactement, comment l'appelle-t-on, les ressources qu'ils pouvaient obtenir. Et donc, il y avait aussi, parce qu'il y avait aussi déjà des pays qui avaient déjà commencé par accumuler des arrêts de paiement liés à la baisse des recettes d'exportation. Donc, le choc pétrolier a en fait entraîné une chute des cours et qui sont aggravées par les faiblesses antérieures dans la structure de financement selon le département du Fonds monétaire international en 1984. Le financement des États africains va alors s'orienter vers de plus en plus des sources privées. Donc, on comptait sur, comment l'appelle-t-on, l'endettement extérieur au niveau des organismes internationaux, des organisations internationales, mais maintenant, avec la crise au niveau mondial, puisque ces organisations internationales, en quelque sorte, sont financées aussi par des pays développés. Et donc, quand la crise frappe, n'est-ce pas, ces pays développés, et ils ne parviennent pas donc à réunir les fonds, à financer ces organisations internationales qui financent ces pays en développement, naturellement, les États africains se sont finalement tournés vers des sources privées. Et donc, de 1973 à 1984, on est passé du financement privé qui était estimé à 35% à 45%. Donc, à mesure que donc, les canaux de l'aide publique tarissaient sous l'effet donc, de la crise. Donc, l'évolution aussi de l'environnement économique international devient donc effectivement très défavorable aux pays africains de la zone franc et particulièrement ceux de l'UEMOA qui ne comptent pas parmi les pays producteurs de pétrole. Donc, particulièrement les pays de l'UEMOA, au moment où il y a eu le choc pétrolier, justement, c'est ce qu'on a dit que, étant donné que ces pays n'étaient pas des pays producteurs de pétrole, naturellement, l'envolée des cours des matières ne pouvait pas leur permettre de pouvoir couvrir les coûts de l'énergie qui sont engendrés par le choc pétrolier. Donc, à la récession économique mondiale et à la dégradation des termes de l'échange, s'ajoute en effet la hausse des taux d'intérêt consécutive aussi à la politique déflationniste menée aux États-Unis par Paul Volcker, puis en Europe dans le cadre du système monétaire européen. Tous ces éléments-là ont contribué à la dégradation des conditions de financement des pays donc, de l'UEMOA. En mai 1984, la Côte d'Ivoire se présenta pour la première fois devant le Club de Paris et en 1985, son endettement représentait déjà 86% de son PIB. Mais surtout, le service de la dette s'élevait à 17% du PIB, soit l'équivalent de ses recettes fiscales. Donc, seulement le service de la dette représentait ces recettes fiscales qui va collecter. Maintenant, regardez les autres dépenses fondamentales auxquelles le pays doit faire face tout au long d'une année. Et que toutes ces recettes fiscales ne peuvent servir qu'à pouvoir couvrir le service même de la dette. En volume, l'endettement de la Côte d'Ivoire est nettement supérieur à celui de tous les autres États de l'UEMOA. Et donc, cela a conféré à cette situation une attention particulière. Donc, le traitement de la dette de la Côte d'Ivoire en ce moment faisait l'objet d'une attention particulière. Cette situation de la Côte d'Ivoire est emblématique par son statut de puissance économique. Donc, c'était la première puissance économique donc, au sein donc, de l'espace UEMOA et son endettement est supérieur en volume à celui de tous les autres pays réunis, donc tous les autres pays réunis. Et c'est aussi le pays qui avait le plus bénéficié aussi de l'augmentation des prix des produits de base.
vous savez que c'est un produit qui produit énormément le café et le cacao, et donc avait vraiment profité des cours, donc de la hausse des cours de ces produits, au point où il a pu convertir cette manne donc qu'il tirait donc de la production du café et cacao pour faire une croissance soutenue. Au point où on a parlé même de miracle économique ivoirien. La Côte d'Ivoire est aussi l'état dans lequel le secteur public s'est le plus étoffé, rendant difficile la gestion de ces derniers lorsque la conjoncture s'est retournée, à tel point que son niveau d'endettement dans les années 80 a commencé par menacer son propre développement. Voilà. L'endettement massif de la Côte d'Ivoire, 4 à 5 fois supérieur à celui des autres États de l'UEMOA, représente également un risque systémique pour la zone franc. Justement, quand on est en union douanière, nous avons vu, quand nous étions en train de parler de la nécessité de la discipline budgétaire dans une union monétaire. Et donc, nous avons à souligner à ce niveau qu'un autre élément fondateur donc, de la discipline, de la mise en place des pactes de convergence, de solidarité, de stabilité, par exemple, dans le mois, c'est pour éviter que certains pays, en ayant des comportements opportunistes, s'endettent lourdement et en fonction de leur taille, que cela crée une crise systémique, une crise qui se généralise au sein de l'Union monétaire. Et donc, justement, le cas de la Côte d'Ivoire ici, dans les années 80, est un cas où son endettement était tellement énorme et donc que ça représentait une crise systémique pour l'ensemble même de la zone franc. Donc, bien au-delà de la dette ivoirienne, c'est bien donc la zone franc dans son ensemble qui est frappée par cette longue crise des années 80. Donc, au sommet de l'Union africaine organisé à Addis Abeba du 30 novembre au 1er décembre 87, le problème de la soutenabilité de la dette et sa contradiction avec les objectifs ambitieux affichés pour le développement du continent ont donc été abordés. Et dans le communiqué final du sommet qui reflète la position commune des États membres, l'Union africaine met l'accent sur l'importance de résoudre le problème de la dette pour poursuivre l'agenda de développement en même temps qu'il lie ce dernier aux difficultés économiques rencontrées. Donc, il a fallu donc que, à ce sommet-là de l'Union africaine, que la question de la soutenabilité de la dette africaine de façon générale, et particulièrement incluant bien sûr les pays de l'UEMOA en particulier, soit abordée, soit évoquée parce que cette question donc d'endettement était en quelque sorte une menace, n'était pas de nature à permettre les plans de développement, que les objectifs de développement qui sont affichés dans ces pays-là. Le principal problème de gestion de la crise de la dette réside dans l'impossibilité de financement interne non bancaire. Donc, pourquoi il y a eu des pays en ce moment ont eu des difficultés à pouvoir faire face à leur endettement? C'est qu'il y avait des difficultés justement à pouvoir recourir à un financement interne qui est non bancaire, c'est-à-dire à travers l'émission des bons de trésor. Donc, du fait de l'inexistence d'un marché financier domestique. Donc, voilà, ces pays-là, justement, dès le départ même, ont basé leur plan de développement en comptant sur les recettes, sur l'endettement extérieur. Donc, ce n'était pas calqué sur les ressources domestiques. Et donc, quand il y a eu chute des recettes et que la crise aussi au niveau du choc pétrolier a frappé l'économie mondiale et que les ressources se sont aménagées là-bas, les pays ont eu des difficultés à trouver les financements nécessaires pour continuer par fonctionner. Et donc, cette situation s'est conjuguée avec un risque de défaut croissant lié à l'aménagement des ressources disponibles et à l'accumulation des arriérés de paiement en progression constante pendant toute la décennie des années donc 80. Leur montant global pour le mois, donc de 19 milliards de francs CFA en 80, ont atteint 191 milliards en 1989 et amenuise encore les possibilités de refinancement, notamment auprès du secteur privé. Justement, quand votre endettement est à un niveau trop élevé, déjà, quelque part,
vous perdez la confiance auprès des autres partenaires chez qui vous pouvez recourir comme alternative de financement parce que vous êtes déjà endetté à un certain niveau. Votre risque donc de défaut, c'est-à-dire quand on dit le risque de défaut, c'est-à-dire le risque que vous ne soyez pas en mesure de rembourser votre dette si jamais on vous allouait les ressources sont énormes. Et donc, aucun prêteur ou aucun créancier ne voudrait allouer les ressources à un autre agent qui serait un risque énorme de ne pas pouvoir rembourser. Et donc, quand votre endettement est trop élevé, cela voudrait dire déjà, c'est encore une contrainte de financement pour vous pour pouvoir encore avoir la possibilité de vous endetter de nouveau. Cette situation s'explique en partie donc, par la poursuite de l'expansion de la sphère publique entreprise depuis le milieu des années 70 et tout au long des années 80. Et ainsi, les dépenses donc, au niveau des États du mois ont progressé en moyenne de 34,5% de 1980 à 89, lorsque les recettes enregistrées n'ont progressé que de 22%. Donc voilà, quand les dépenses progressent plus vite donc, que les recettes qui sont enregistrées, naturellement, cela ne fait que creuser les déficits. Et donc, nous avons eu à dire, comment l'appelle-t-on, dans les chapitres théoriques que le déficit en soi n'est pas un problème, mais c'est les déficits permanents qui constituent à un moment donné un problème et ça peut plonger les États dans une situation de surendettement. Cette poursuite donc de l'endettement a eu pour effet le recours accru excessif, selon les termes de la BCEAO, au concours monétaire de la Banque centrale et à la mobilisation du système bancaire. Donc, les concours bruts de la BCEAO ont plus que doublé sur cette période, donc passant de 115 à 245 milliards de francs CFA. Et donc, quand les pays au niveau donc, de l'extérieur n'arrivent pas à mobiliser les ressources, soit au niveau des partenaires privés ou bien des partenaires bilatéraux ou multilatéraux, et ils n'arrivent pas à mobiliser les ressources naturellement, on retourne à la jarre, on retourne, n'est-ce pas, au niveau donc de sa banque centrale pour essayer de faire, je ne sais pas, de négocier des concours donc, auprès donc, de la Banque centrale, comme dans le cas de l'UMOA ici, la BCAO. Alors, ces financements ne comprennent que 5% du financement long. Donc, les concours que la BCAO accorde, ce ne sont pas en quelque sorte l'autre chose, ce ne sont pas en quelque sorte des financements de long terme qui puisse permettre aux États de mettre le temps donc pour générer, n'est-ce pas, des ressources nécessaires pour rembourser. Il s'agit donc bien d'un financement conjoncturel, donc pour faire face à des situations ponctuelles, pour faire face à des difficultés urgentes au niveau des États, donc pour couvrir les besoins immédiats de trésorerie de la Banque centrale pour financer des grands projets d'investissement de nature à faire la croissance ou à promouvoir le développement. La position donc, des gouvernements vis-à-vis de la Banque centrale sont devenues nettement débitaires et débitrices. Or, le financement des États par la Banque centrale autorisé depuis les nouveaux accords de coopération monétaire en 1973 est encadré statutairement et limité à 20% des recettes fiscales d'un pays. Cette limite incluant les réescomptes de titres publics par des banques primaires. Donc, selon les accords, les pays ne peuvent pas non plus dépasser un certain montant, c'est-à-dire les concours que la BCAO peut accorder aux États membres de l'UEMOA, il ne peut pas dépasser un certain montant, un certain seuil, donc qui est fixé à 20% donc, des recettes fiscales du pays. Et donc, du coup, ce n'est pas là où on pouvait dire que ces pays-là pouvaient compter, n'est-ce pas, sur les sources de financement pour continuer par financer leur plan de développement. Ils ne pouvaient qu'avoir ces recours-là pour leurs besoins de trésorerie ou pour faire face à des dépenses immédiates. Cependant, celles-ci restent très fortement sollicitées et leur engagement est multiplié par 3 sur la décennie. Donc, certaines banques connaissent une situation d'illiquidité qui aboutit à des faillites. Donc, certaines banques ont connu des situations d'illiquidité et ces banques-là sont rentrées en faillite. Et entre 1980 et 1995,
on dénombre 25 faillites bancaires dans la zone UEMOA et donc 15 banques publiques donc, qui témoignent donc du rôle que l'État a pu jouer donc, sur le secteur bancaire en cette période de crise que ces États-là ont connue avec le deuxième choc pétrolier, la chute des cours des matières premières et l'amenuisement des financements au niveau international, l'inexistence des marchés financiers domestiques où les pays pouvaient émettre des bons de trésor et lever des fonds. Et aussi, au niveau donc, de la Banque centrale, elle ne pouvait que les accorder des concours, comment l'appelle-t-on, pour des besoins de trésorerie. Donc, cette surexposition des banques primaires renvoie donc à une faiblesse historique, hein, n'est-ce pas, donc de la zone franc. L'existence d'une union monétaire et une monnaie stable n'a pas en fait permis l'émergence d'un système bancaire diversifié au sein de l'espace UEMOA en cette période-là, c'est-à-dire des années d'indépendance jusqu'aux années 94 où nous sommes en train de limiter cette analyse. Donc, bien qu'on ait une union monétaire et qu'on a une monnaie stable, cela n'a pas permis, n'est-ce pas, à l'espace UEMOA de pouvoir développer un système bancaire solide, prêt, n'est-ce pas, à pouvoir soutenir, n'est-ce pas, les États dans leurs projets de développement. Le système bancaire demeure très largement embryonnaire et de l'ancienne puissance coloniale, au moins jusque dans les années 2000. Donc, une situation qui peut s'expliquer aussi par l'importance de la monnaie fiduciaire. Donc, quand on parle de la monnaie fiduciaire, c'est ce qu'on appelle le cash, c'est-à-dire c'est la monnaie banque centrale. Donc, quand cette quantité de monnaie domine donc les transactions, cela voudrait dire qu'en quelque sorte que le secteur bancaire n'est pas très développé. C'est-à-dire que la monnaie des banques commerciales n'est pas largement utilisée. Donc, au début des années 2000, le taux de bancarisation moyen, donc dans l'espace moyen, n'était encore que de 3%, même si dans les années 2016-2018, il est passé à 16%. Et donc, la circulation fiduciaire représente donc plus de 30% donc, de la masse monétaire. Donc, ces éléments, ces indicateurs, à dire, sont en train de montrer en quelque sorte que le système bancaire n'était pas développé de manière à pouvoir aider les États dans leurs besoins d'endettement. D'un point de vue réglementaire, la BCEAO a eu pour mission de veiller au respect des limites statutaires par les États. Donc, elle définissait les missions et les circonstances de limiter, afin de limiter la détérioration du compte d'opération par un financement excessif du Trésor. Aussi, de maîtriser l'incidence des financements sur l'évolution des prix et aussi de contenir l'absorption de l'épargne financière privée via le canal des banques par l'administration publique. Donc, comment l'appelle-t-on? En ce moment aussi, la BCEAO avait aussi pour mission de respecter un certain nombre de limites dans ces concours, n'est-ce pas, aux États. Donc, il y avait un certain nombre de principes à respecter et ces principes étaient du genre à pouvoir limiter la détérioration du compte d'opération en cherchant à financer trop donc, les trésors publics et aussi, il devait maîtriser l'évolution des prix. Donc, puisqu'on sait que si la Banque centrale émet donc trop de monnaie, cela génère les tensions inflationnistes. Et donc, avec l'objectif de stabilité des prix de la Banque centrale, elle ne peut pas dépasser un certain nombre de limites dans le concours qu'elle peut apporter aux États dans leurs besoins de financement. De même, pour atténuer l'incidence de déficit d'un État membre sur l'ensemble de l'union monétaire, la Banque centrale peut agir en durcissant les conditions de refinancement des banques du pays concerné. Voilà. Donc, quelque part, on a vu que si au niveau donc, de l'union monétaire, il n'y a pas de discipline budgétaire, étant donné que la politique budgétaire est plus efficace en union monétaire qu'en disposant de sa monnaie nationale, les pays peuvent se mettre dans des politiques discrétionnaires, dans des politiques délibérées,
en creusant donc les déficits. Et cela aura des répercussions donc, sur les autres pays donc, de l'Union. Alors, la Banque centrale aussi avait donc ce rôle-là de pouvoir atténuer l'incidence donc, des déficits d'un État, des déficits que les États peuvent créer sur l'impact donc de ces déficits-là sur, n'est-ce pas, l'ensemble de l'Union, par exemple en durcissant les conditions de crédit du secteur bancaire dans ce pays-là. Même si la BCAO avait, n'est-ce pas, ses objectifs de manière à pouvoir maintenir la stabilité des prix, ne pas détériorer le solde du compte courant et éviter les comportements opportunistes des États dans les perspectives de, 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 de creusement, n'est-ce pas, des déficits, Daniel Ekoke relève que la nature de la Banque centrale dans la zone franc ne l'incite pas à prendre des positions fermes, donc ce qui aurait pour effet une tolérance implicite de certains accommodements. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que bon, c'est vrai que c'était affiché comme objectif réglementaire donc, de la BCAO, mais dans la pratique, au niveau donc de cette zone franc, la nature de la Banque centrale, la nature, en fait, la conception qu'on avait, en quelque sorte, de la Banque centrale ne permettait pas, n'est-ce pas, à ces banques centrales-là de pouvoir prendre des positions fermes pour faire respecter ces cadres réglementaires-là. Et donc, la limite statutaire de 20% de concours que la Banque centrale pouvait accorder aux États, les 20% des recettes fiscales, est ainsi régulièrement contournée, notamment par la création d'entreprises publiques à comptabilité séparée qui jouissent d'une autonomie financière et jouent le rôle d'apporteurs de capitaux pour les États. Donc, les États ont réussi en quelque sorte à contourner, n'est-ce pas, ce cadre réglementaire-là pour pouvoir en quelque sorte creuser davantage les déficits avec la création, n'est-ce pas, des entreprises publiques qui avaient des comptabilités séparées dans l'espace UEMOA ou bien dans la zone franc en général. Mais face aux difficultés persistantes donc d'un secteur bancaire exsangue, ces dispositifs alternatifs atteignent rapidement leurs limites. C'est-à-dire que, comment l'appelle-t-on, les comportements de contournement donc, du cadre réglementaire ont connu en quelque sorte leurs limites. Tout concourt alors de nouveau à la recherche de financement extérieur qui, face aux arriérés de paiement qui détournent les États de l'UEMOA des financements privés, prennent la forme d'un appel à la France, garant du système monétaire, donc dans l'espace UEMOA. Voilà. Donc, les pays ont essayé, voudraient, avec leur endettement élevé, de se tourner donc, vers le secteur privé. Donc, avec la crise, avec le choc pétrolier, les pays ont cherché à augmenter le financement par le secteur privé. Mais est-il que chercher à augmenter le financement auprès du secteur privé aussi dépend de votre niveau d'endettement initial, puisque plus votre niveau d'endettement est élevé, moins vous inspirez confiance et donc vous pouvez lever les fonds. L'autre chose, c'est que ces pays-là ont cherché des concours au niveau donc, de la Banque centrale, donc la BCAO, mais sauf qu'au niveau donc, de la BCAO, il y avait un cadre réglementaire qui limitait, n'est-ce pas, le concours de la banque aux États. Et donc, cela ne pouvait pas permettre à ces États de pouvoir lever les fonds nécessaires, étant donné la conjoncture internationale. D'un autre côté, c'est vrai qu'avec ces cadres réglementaires, ces pays quand même ont cherché à essayer de contourner le système à travers la création d'entreprises publiques à comptabilité séparée, mais cela n'a pas pu marcher pour ces pays, cela n'a pas pu aider ces pays dans leurs besoins de financement. Donc maintenant, ils se retournent, c'est comme si on est dans un désert, voilà, et puis on essaie de creuser autour de soi et on voit que quand on a tenté tous les moyens et on trouve que il n'y a plus possibilité, c'est-à-dire de continuer par financer nos déficits, alors là, on se tourne encore vers l'extérieur où les ressources sont déjà aménagées. Mais là encore, on ne peut pas se tourner vers l'extérieur, les ressources sont aménagées. Donc, le comportement de ces pays-là
c'était de revenir à la France. C'était de faire appel finalement à la France, qui est le garant, n'est-ce pas, du système monétaire au niveau donc de cet espace UEMOA. Donc, dans un premier temps, au moins, et pour certains des pays de la zone franc, la France a pu, au début des années 80, contribuer indirectement aux difficultés financières des pays africains, donc de la zone franc. Mais face aux difficultés persistantes, donc, nous disions que la France a quand même pu assister certains pays donc, de la zone franc qui se trouvaient en difficulté financière, mais les dévaluations successives du franc CFA menées entre octobre 1981 et mars 1983 dans le cadre d'un réajustement des parités monétaires au sein des systèmes monétaires européens n'ont en effet pas été sans conséquences sur les économies des pays africains de la zone franc. Donc, quand on parle donc de la zone franc, donc, euh, il faut voir l'UEMOA et puis la CEMAC. Voilà. Donc, c'est vrai que la France a eu cette volonté donc, de recourir, donc, afin de répondre à l'appel de ces pays donc, pour les financer, mais il y a eu aussi ces dévaluations successives qui ont entraîné des conséquences en termes de mobilisation des ressources au niveau donc, des pays donc, de l'UEMOA. Ces dévaluations ont en effet eu deux conséquences principales pour les États de l'UEMOA. Commercialement, elles ont renchéri les coûts des importations en dehors de la France. Donc, ce qui implique notamment de réévaluer le financement euh, de l'approvisionnement pour certains projets de développement. Donc, quand on dévalue et puis on est maintenant dans une autre dynamique, les projets qui étaient évalués avant la période de dévaluation doivent être réévalués. Et donc, cela aussi entraîne davantage des coûts énormes en matière d'importation en dehors, n'est-ce pas, de la France. Parce que quand il y a la dévaluation, ça veut dire que pour acheter donc à l'extérieur, ça nous revient plus cher. Et donc, comme avec la France, on a une parité fixe, c'est vrai que là, ça ne pose pas de problème, mais sauf que les pays n'étaient pas tournés nécessairement, c'est-à-dire les échanges avec la France n'était pas le seul partenaire donc, pour ces pays. Et donc, la facture au niveau donc, des importations a grimpé. De plus, la réévaluation parallèle des exportations ne suffit pas à compenser ces renchérissements. Donc, de l'autre côté, quand il y a dévaluation, donc les importations reviennent chères, les exportations, on gagne du côté des exportations parce qu'on gagne en compétitivité, mais sauf que les gains de compétitivité n'ont pas permis de compenser les coûts donc, des importations. Et donc, du coup, le problème de financement demeure pour ces pays-là en ces périodes donc, de dévaluation. Donc, la Côte d'Ivoire, le Mali ou le Togo, qui cumulent en 1979 entre 200 et 300 millions de dettes libellées en Deutsche Mark. Donc, quand ces pays-là n'avaient pas leur endettement, par exemple, lié au franc français, cela voudrait dire que les réévaluations ou bien liées aux dévaluations que ces pays-là ont connues n'ont fait que créer davantage ou alourdir davantage les charges de la dette que ces pays-là avaient ou créer davantage des besoins de financement que ces pays-là ne pouvaient pas supporter. La France, de façon générale, occupe une position particulière au sein de la zone franc et au-delà donc, du lien de solidarité particulier qui l'unit aux pays africains de la zone franc, qui sont pour la plupart d'anciennes colonies. Elle a également acquis, par sa position de garant de taux de change et de convertibilité du franc CFA, un rôle d'interface entre les États membres de la zone UEMOA et les institutions internationales qui sont nées des accords de Bretton Woods, en particulier le Fonds monétaire international et puis la Banque mondiale. Mais la dégradation rapide donc, de la situation ivoirienne au cours donc, des années 80
a été un basculement donc, dans la position de la France, a amené un basculement dans la position de la France qui l'a amené à reconsidérer son engagement vis-à-vis donc, de la zone franc. Elle n'est plus nécessairement disposée à assumer le caractère illimité de sa garantie qu'elle offrait, n'est-ce pas, à ces pays-là. Justement, est-ce qui a amené ça à ce surendettement excessif donc, de la Côte d'Ivoire dans les années 80. Donc, le passage de la Côte d'Ivoire au Club de Paris en 84 a représenté un double coup, en quelque sorte, pour la France, d'abord politiquement et symboliquement. Cela a représenté donc le caractère systématique, c'est-à-dire le caractère systématique donc, de l'endettement ivoirien sur l'ensemble donc, de la zone franc. Et puis, la faillite de la Côte d'Ivoire étant comme principale puissance économique donc, de la zone franc ou dans l'espace UEMOA, révélerait quoi? La fragilité du système qui menacerait son intégralité ou son intégrité. Parce que quand la première puissance même, c'est elle qui bascule, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, le système que la France est censée garantir est un système quand même qui est fragile. Et donc, cette situation représente également un tournant pour l'ensemble donc, des pays de la zone qui s'est distingué jusque-là par leur bonne performance économique. La crise de la dette et la chute des coûts des matières premières ont fragilisé donc cette position à partir des années 80, d'autant plus que la dépréciation du franc CFA par rapport au dollar a amplifié le phénomène. Elle pouvait donc faire craindre à terme un désintérêt pour la zone franc qui fasse naître des tensions internes et menace l'intégrité des unions monétaires, donc dans le mois. Mais il faut noter, ça dit que cette crise qu'a connue, n'est-ce pas, les pays de la zone franc ou bien les pays de l'UEMOA à cette période, devait faire craindre que bon, la France devait marquer un désintérêt, n'est-ce pas, pour la zone, mais l'activité diplomatique de la France en Afrique de l'Ouest suggère que la zone quand même a conservé tout son pouvoir d'attraction et en particulier à des degrés divers, les pays comme la Guinée, la Gambie, la Sierra Leone ou même le Ghana manifestaient un intérêt pour le dispositif, c'est-à-dire pour le système monétaire donc, de l'UEMOA et sa relation, n'est-ce pas, avec la France, parce qu'ils étaient attirés par les facultés de tirage illimité sur les réserves et la rémunération de ces réserves à des taux élevés du solde créditeur des comptes d'opération. Donc, les rémunérations, les réserves que la BCAO gardait donc, n'est-ce pas, sur le trésor français et la convertibilité illimitée, donc donnait, n'est-ce pas, attirait, n'est-ce pas, ou était vu effectivement par les autres pays donc, de la sous-région Afrique de l'Ouest comme un avantage considérable. Afin de pallier la crise de la multilatéralité de l'aide internationale au développement et la défaillance des prêteurs privés, les pays africains de la zone franc recourent à des prêts bonifiés accordés par des banques françaises engagées localement à des taux inférieurs à ceux du marché et garantis par l'État français. Donc, face à la crise de la multilatéralité au niveau de l'aide internationale, donc, on a épuisé les ressources au niveau international. Enfin, ces ressources se sont amenuisées. Le secteur privé n'est pas développé. Quand on se tourne vers les bailleurs privés, c'est là notre capacité d'endettement est liée au niveau d'endettement déjà atteint. Au niveau donc de la BCAO, on ne peut qu'avoir des concours dans certaines limites réglementaires. Et même ces concours-là ne sont que des apports dont la majorité représente le financement, comment l'appelle-t-on, des besoins immédiats. Et donc, ce ne sont pas des ressources longues. Donc, d'un autre côté, avec la crise donc, d'endettement au niveau donc, de la Côte d'Ivoire qui a entraîné, n'est-ce pas, comment l'appelle-t-on, a amené la France à reconsidérer sa position de garant donc, du système monétaire ouest africain.
les ressources aussi se sont épuisées par rapport à l'engagement que la France avait pris de pouvoir à aider les pays africains en difficulté, en particulier ceux donc, de l'UEMOA. Maintenant, pour pallier à ces difficultés, maintenant, les pays donc, de l'UEMOA ou de la zone franc en général font recours maintenant à des prêts bonifiés. Donc, la possibilité qui s'offre à eux, c'est des prêts bonifiés. Et ces prêts-là sont accordés par les banques françaises, donc qui sont engagées localement et qui leur offrent donc des crédits à des taux d'intérêt euh, inférieurs à ceux du marché. Et ces crédits-là sont garantis par l'État français. Le remboursement des échéances s'avérant de plus en plus hypothétique, c'est en fait un financement direct des déficits publics donc de la zone franc que la France assure. Donc, à ces mécanismes d'urgence se combinent donc des restructurations de la dette au niveau multilatéral, donc pour permettre, n'est-ce pas, aux États là, de pouvoir davantage leur donner un souffle nouveau pour pouvoir s'endetter davantage. Donc, via donc le club de Paris et de Londres, donc, la quasi-totalité des États de l'UEMOA sont concernés et certains ont multiplié leur passage. Donc, il y a eu des mécanismes de restructuration donc, de la dette de ces pays et donc à travers les clubs de Londres et de Paris. Et donc, les pays apportaient leur dette ou bien leur situation d'endettement au niveau donc, de ces clubs-là pour renégocier les termes donc, de ces dettes pour des réchelonnements, pour des restructurations. Or, ces aménagements de dettes sont accompagnés de la négociation d'un plan d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international qui est le préalable. Justement, et face à cet endettement lourd donc, de ces pays et donc qui était en train de saper leurs possibilités d'endettement nouveau, ces aménagements ou ces restructurations qui devaient donner un souffle nouveau à ces pays pour pouvoir s'endetter davantage après ou bien pour pouvoir lever les fonds ou recourir au financement, pour pouvoir bénéficier de ces aménagements ou de ces allègements, il faut s'engager avec le Fonds monétaire international à mettre en place les politiques d'ajustement structurel. Dans les conditions préalables. Donc, l'échec des institutions de la zone franc et de la France à juguler l'expansion de l'endettement dans les années 80 précipite peu à peu la zone franc sous les institutions sévères donc de Bretton Woods, qui sont particulièrement le Fonds monétaire international. Donc, alors que la raison d'être de ces systèmes monétaires devait être précisément de protéger ses membres contre les remèdes du Fonds monétaire et donc les passages sous les programmes d'ajustement structurel, mais la France elle-même, et notamment le Trésor français, qui assure la gestion opérationnelle de la coopération monétaire, se rallie hein, à l'échec, se rallie, n'est-ce pas, à compter de la seconde moitié des années 80 au constat de l'échec de l'ajustement réel et à la position des institutions internationales favorables à une dévaluation du franc CFA qui n'adviendra cependant en 1994, après que toutes les tentatives de juguler l'endettement aura échoué. Donc, dans l'Union monétaire ouest-africaine, en principe, la coopération monétaire entre la France et l'UEMOA, l'espace UEMOA, devait permettre, n'est-ce pas, de protéger ces pays-là des programmes sévères comme les programmes d'ajustement structurel, mais au moment où ces pays-là subissaient les difficultés avec leur endettement, la France même a accepté que ces pays-là puissent, n'est-ce pas, adopter les programmes d'ajustement structurel. Et donc, ces pays-là sont rentrés dans ces programmes d'ajustement structurel. Et la France aussi était favorable donc, à une dévaluation du franc CFA après qu'on a essayé de faire des aménagements, de faire un tant soit peu tout ce qu'on pouvait, bon, si on peut le dire ainsi, pour que ces pays-là puissent sortir de leur endettement. Et quand tout a échoué, donc ces pays devaient passer par la dévaluation du franc CFA en 1994. Mais le FMI s'est retrouvé confronté à un continent dont les phénomènes sont tant structurels que financiers, et donc les marges de manœuvre
ces marges de manœuvre sont faibles en termes d'ajustement. Le FMI en particulier a eu des difficultés à appliquer les recettes traditionnelles qu'il appliquait au niveau donc, des autres pays où il avait l'emprise. Donc, parce qu'il a fait face en Afrique à un modèle totalement différent, pas comme celui du Brésil que le Fonds monétaire international particulièrement maîtrisait. Donc, d'un point de vue plus technique, le fonds s'est interrogé sur sa capacité et a aussi à établir un diagnostic précis de l'endettement et en particulier de la soutenabilité de la dette au niveau donc, de ces pays. Et dans la pratique, le ratio qui a utilisé, donc le ratio du service de la dette représentant 15 à 20% de l'exportation des biens et services est considéré comme gérable. Donc, l'indicateur qui permettait en quelque sorte de pouvoir mesurer en quelque sorte la soutenabilité donc, de la dette, de l'endettement de ces pays était un ratio de service de la dette par rapport aux recettes d'exportation de biens et services qui devait être compris entre 15 et 20%. Cependant, dès les années 84, il y a eu une alerte sur la spirale de l'endettement dans laquelle sont déjà engagés de nombreux pays africains qui s'endettent des fois pour payer les traites passées. C'est-à-dire que au moment où on cherche à évaluer la soutenabilité donc, de ces pays et de voir quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir aider ces pays en crise, ces pays-là même étaient déjà engagés dans un Ponzi game dont on a parlé précédemment. Et donc, difficulté technique de pouvoir effectivement évaluer, n'est-ce pas, leur soutenabilité. Cet endettement entraîne pour la plupart des États membres de la zone franc la négociation de programmes d'ajustement structurel avec le FMI. Et ces programmes lourds comportent de nombreuses contreparties portant notamment sur la réduction de la sphère publique, c'est-à-dire avec les programmes d'ajustement structurel, donc à cause de la crise d'endettement de ces pays. Il y a eu, ces programmes-là consistaient à la baisse des effectifs donc, au niveau des administrations publiques, à la privatisation des entreprises publiques. Or, celle-ci peut poser un problème de souveraineté donc, des États jeunes pour lesquels l'administration ainsi que le secteur public et parapublic de manière plus large est aussi un moyen d'affirmer le rôle et la puissance de l'État sur l'ensemble du territoire, mais aussi de contrôler la cohésion nationale et d'asseoir la stabilité politique du régime. Donc, ces mesures-là qui sont imposées en quelque sorte à ces pays en développement ou bien de la zone franc pouvaient être comme une attaque, n'est-ce pas, en quelque sorte à la souveraineté de ces pays qui sont en train de chercher à se reconstruire, qui sont en train de chercher à développer des programmes de développement pour pouvoir eux aussi s'en sortir. Donc, en quelque sorte, ces mesures qui ont été imposées à ces pays-là n'étaient pas du genre facile à gérer par ces pays, particulièrement quand vous prenez l'exemple de la réduction des effectifs naturellement, c'est le chômage, n'est-ce pas, qu'on est en train de créer. Et qui dit chômage, avec tous les problèmes que cela peut des États. Donc, toutefois, la dégradation continue de la situation financière des pays africains de la zone franc ne leur a pas permis de satisfaire les conditionnalités très exigeantes mises en place par le Fonds monétaire en contrepartie des financements proposés. Donc, la plupart des accords dont se sont limités à des stand-by arrangements, c'est-à-dire des accords cadres avec le FMI, nécessaires au passage devant les clubs de Paris, où ces États collectionnent les passages pour espérer une restructuration de leurs dettes et pour leur donner un nouvel échéancier. Bon, il faut en effet attendre les années 88 pour que le club de Paris adopte un nouveau modèle de traitement de la dette avec les termes de Toronto. Il propose donc aux pays les plus endettés un abandon des créances équivalent au tiers donc, de celles-ci, proportion passant à 50% à partir de 1991 et l'adoption des termes de Londres. Du côté de la Banque mondiale, qui était censée accompagner ces pays dans leur projet de développement, la situation n'est guère reluisante.
La Banque mondiale limite ses interventions à la préservation des secteurs sociaux vitaux comme la santé, l'éducation et plus rarement la réhabilitation des infrastructures. Et malgré donc la prise de contrôle de la politique économique et sociale des États endettés par les institutions de Bretton Woods, les pays de la zone franc ne parviennent pas à inverser la dynamique de leur endettement. Donc, ces pays, enfin, ces institutions de Bretton Woods sont venues en quelque sorte s'immiscer dans les affaires, dans la gestion donc, des politiques économiques au niveau des pays de la zone franc qui étaient endettés jusqu'au cou, mais malgré que ces pays, ces institutions étaient leurs conseillers, cela n'a pas permis à ces pays-là de pouvoir sortir véritablement de leur situation d'endettement qui est en train de miner, qui minait ou qui sapait le développement de ces pays. Donc, les institutions de Bretton Woods imposent alors peu à peu, comme seule conditionnalité à leur intervention, un ajustement de la parité du franc CFA qui donnera lieu à une dévaluation de 50% en janvier 1994. Maintenant, nous passons donc notre analyse donc des années donc des indépendances à la situation après toutes ces négociations, après tous ces efforts, après les questions de traitement au niveau des clubs de Paris, des clubs de Londres, après les accords de Toronto et ceux de Londres, on est arrivé à la conclusion qu'en janvier 1994, il fallait dévaluer de 50% le franc CFA. Maintenant, nous allons voir la situation qui a prévalu donc, à partir donc, des années 1994 jusqu'à la période pré-COVID-19. Notons à cet effet que la situation budgétaire des pays de l'UEMOA post-dévaluation a été meilleure par rapport à celle qu'elles ont connues au cours de la décennie 80 et au début de la décennie 90. Les résultats peu satisfaisants quand même des programmes d'ajustement structurel mis en œuvre depuis les années 80, conjugués à l'effondrement des prix des matières premières, en fait, ont nécessité de sérieux ajustements macroéconomiques. Et l'importance des déficits budgétaires qui s'expliquait, n'est-ce pas, par la monétisation indirecte auprès de la Banque centrale. En effet, les gouvernements contractaient des emprunts auprès des banques commerciales et de développement, lesquels recouraient ensuite à des refinancements concessionnels auprès donc, de la Banque centrale. Et en l'absence donc, de supervision donc, de cette situation a conduit à une crise même du système bancaire donc, dans l'espace UEMOA. Mais quand même, notons que depuis les années 1994, le nouveau contexte, n'est-ce pas, est différent de cette situation et le pacte adopté dans les années 99 a sans doute contribué à écarter le risque d'un accroissement des déficits publics. La période de 1994 à 1999 a été celle de la mise en œuvre des ajustements internes et externes et cette période fut aussi marquée par des mesures particulières portant sur l'amélioration de l'efficacité des administrations fiscales et douanières, la poursuite d'une politique monétaire prudente, la restructuration des entreprises publiques et la promotion du secteur privé. Et cette période a été marquée par le redressement de la croissance économique dans la majorité des pays et par l'augmentation du revenu par habitant. Le PIB réel a augmenté de 5,2% par an en moyenne au cours de la période 94-99 contre 0,5% entre les années 90 et 93. Donc, la zone UEMOA, donc, au début des années 70, avait eu en moyenne un niveau de dette égal au cinquième du PIB de l'Union. Mais à la fin des années 80, le stock de la dette donc, qui avoisinait le PIB annuel de l'Union et plus de 8 périodes d'exportation, ce qui avait rendu en fait la dette donc de ces pays-là insoutenable. Donc, par la suite, un certain nombre d'initiatives d'allègement de la dette ont vu le jour avec les accords de Toronto, de Londres, de Naples et de Lyon, ajouté à l'initiative Pays pauvres très endettés, lancée par la Banque mondiale en 1996 et renforcée en 1999 et suivi après par les initiatives d'allègement de la dette multilatérale en 2005 en vue de contribuer au financement donc, du développement. Donc, ce qui a fait que ce sont ces différents programmes-là, à la suite donc, des années 94, qui a amené en quelque sorte à l'amélioration de la situation de ces pays-là
après la dévaluation des années 1994. L'initiative PPTE en particulier avait pour but de ramener l'endettement extérieur des pays pauvres très endettés qui appliquent les programmes d'ajustement et les réformes appliquées par le FMI mondial à un niveau soutenable. Donc, c'était ça l'objectif donc, de l'initiative PPE. Et cette application s'est déroulée en 2 phases, donc 2 programmes d'ajustement structurel en 3 ans. Cependant, des modifications ont pu exister selon les études des cas dans des pays qui devaient bénéficier de ces initiatives PTE-là. Et au bout donc de la première phase, qui est appelée le point de décision, la soutenabilité de la dette des pays en question était évaluée et par les experts du Fonds monétaire international. Et donc, si la dette est toujours qualifiée d'insoutenable, le pays peut entamer donc une seconde phase des réformes pour pouvoir bénéficier donc de ces allègements de la dette. Donc, au terme donc, de ceci, c'est-à-dire quand on a mis en place toutes les réformes qui sont exigées et évaluées, donc on arrive au point d'achèvement et au niveau du point d'achèvement, on reçoit si nécessaire un allègement de sa dette afin de rendre la dette soutenable. Donc, quand la dette donc, devient soutenable, cela voudrait dire qu'on vous redonne un souffle nouveau pour vous permettre donc, de pouvoir lever les fonds au niveau international pour pouvoir, n'est-ce pas, financer vos déficits. Par la suite, le groupe des 8 grands pays industrialisés appelés G8 et les institutions financières internationales ont lancé une autre initiative renforcée. Donc, les critères de sélection sont assouplis afin d'inclure un plus grand nombre de pays bénéficiaires, notamment la dette ne doit pas valoir que 150% des revenus d'exportation au lieu de 200 à 250%. Donc, la volonté d'accélérer la mise en œuvre de l'initiative et de lier aux efforts de réduction de la pauvreté a été affirmée à cette période-là. Donc, avec la deuxième phase de réforme, un pays peut accélérer les réformes et accéder à un allègement plus rapidement et à une aide intérimaire. Et une aide intérimaire peut être octroyée au pays après le point de décision. À partir donc des années 99, les plans d'ajustement structurel traditionnels ont été plutôt remplacés par les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté qui doivent être élaborés conjointement par le gouvernement et la société civile du pays concerné à travers un processus, bien sûr, participatif, donc sous la tutelle des institutions financières internationales, bien sûr. Donc, il s'agit donc de documents qui décrivent les politiques macroéconomiques, structurelles et sociales donc définies pour promouvoir la croissance et réduire la pauvreté. Donc, ces cadres stratégiques donc, de lutte contre la pauvreté sont parfois appelés dans certains pays comme les documents de stratégie donc, de réduction de la pauvreté ou en anglais Poverty Reduction Strategy Paper. En 2005, toujours avec les initiatives d'allègement de la dette, le groupe du G8 a proposé que 3 institutions multilatérales, à savoir le FMI, l'Association internationale de développement IDA de la Banque mondiale et le Fonds africain de développement, annulent la totalité de leurs créances sur les pays qui ont atteint ou vont atteindre le point d'achèvement au titre de l'initiative PPTE, c'est-à-dire dans le cadre de l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Et cette étape à laquelle un pays devient admissible à un allègement de dette complète et irrévocable. Donc, à ce niveau-là, ce n'est plus une diminution d'une partie donc, de la dette, ou bien, mais ici, c'est complètement l'annulation donc, de la dette. L'initiative, donc PPT, était une action concrète des organisations multilatérales et des États qui avaient pour but de ramener à un niveau supportable la charge de la dette extérieure de ces pays, mais l'initiative d'allègement de la dette multilatérale va plus loin pour complètement annuler la dette de ces pays pour leur permettre de se libérer davantage donc, de ressources pour les aider à atteindre les objectifs de développement durable. Donc ici, l'initiative d'annulation de la dette multilatérale est allée plus loin par rapport à l'initiative PPTE pour que les pays puissent effectivement être dispensés de leur dette et que finalement, ils puissent lever les fonds nécessaires pour pouvoir financer le développement et particulièrement atteindre les objectifs
du millénaire pour le développement. Toujours dans le cadre de ces initiatives d'allègement de la dette, la décision d'octroi d'un allègement de la dette relève en définitive de la responsabilité distincte de chaque institution, bien que l'initiative commune de plusieurs institutions financières soit de mise. Le conseil d'administration, lorsqu'il a décidé de donner suite à une initiative d'allègement de la dette multilatérale, est adoptée. Cela exige que l'utilisation des ressources de l'institution respecte le principe de l'uniformité de traitement de tous les pays membres. Il a donc été décidé que tous les pays dont le revenu par habitant est égal ou supérieur à 380 dollars, donc au niveau de l'initiative PPT ou non, bénéficieront au titre de l'allègement de l'annulation de la dette, d'un allègement de dette financée sur ressources propres du Fonds monétaire international et par le biais de l'initiative d'allègement de la dette multilatérale 1. Donc, de l'autre côté, pour ceux qui ont un revenu par habitant supérieur à 380%, c'est à travers le biais du compte allègement de la dette multilatérale 2. Dans le cadre des annulations de la dette, le G8 s'est engagé à ce que les bailleurs de fonds fournissent les ressources supplémentaires requises pour effacer l'intégralité de la dette de ces pays. Et le G20 s'est engagé à faire en sorte que la remise de la dette au titre de l'annulation de la dette ne compromette pas l'intégrité financière d'ensemble de ces pays à faible revenu et n'empêche pas les trois institutions multilatérales de continuer à apporter leur concours financier à ces derniers. Donc, dans la zone UEMOA, quand nous revenons donc dans la zone UEMOA, 5 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, ont, dès la première phase, atteint le point d'achèvement au titre de l'initiative PPT renforcée en 1999. Et à la fin de l'année 2006, l'ensemble de ces pays étaient aussi admissibles à l'initiative d'annulation de la dette multilatérale. Et cette réduction est considérée comme une contribution au financement du développement et doit permettre à tous ces pays qui ont franchi le point d'achèvement de bénéficier d'une annulation de 100% de leurs dettes contractées auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et aussi auprès de la Banque africaine de développement. L'effort de paiement du service de la dette des pays en voie de développement est apprécié par le ratio du service de la dette sur les recettes d'exportation. Plus ce ratio est important, plus le pays aura moins de marge de manœuvre en matière d'exécution de ses dépenses budgétaires, surtout d'investissement. Nous avons déjà discuté de ces éléments dans les chapitres théoriques. Maintenant, nous passons à l'essor donc des émissions de titres de dette souveraine en monnaie locale et au recours croissant aux marchés internationaux par les pays de l'UEMOA. Donc, on a vu toutes ces initiatives donc, qui ont été prises pour permettre de l'annulation de la dette de ces pays et pour leur permettre de pouvoir avoir accès, c'est-à-dire leur donner un souffle nouveau ou une capacité d'endettement nouvelle. Donc, ce que cela va engendrer comme conséquence par la suite, c'est que c'est le sort des émissions de titres de dette souveraine en monnaie locale et le recours croissant aux marchés internationaux par les pays de l'UEMOA. Donc, les pays à faible revenu, au départ, étaient exclus des marchés des capitaux. Et depuis les années 80, ils ne pouvaient pas être financés auprès des organismes, ils ne pouvaient se financer qu'auprès des organismes publics, comme les institutions de Bretton Woods, qui sont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et aussi la Banque africaine de développement. Mais à partir de la fin des années 90, leur situation a changé car certains pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil se sont mis à les financer. Et en effet, depuis le milieu des années 90, les États africains ont de plus en plus fréquemment recours aux émissions de titres publics pour couvrir leurs besoins en ressources. Donc, le développement de ce mode de financement a été favorisé par un encadrement plus strict, voire l'arrêt des avances directes aux États par les banques centrales. Et en zone franc, les émissions de titres de dette souveraine en monnaie locale ont connu un développement notable, essentiellement en Afrique de l'Ouest, au sein de l'UEMOA. En particulier, la Bourse régionale des valeurs mobilières, marché financier régional, qui a démarré ses activités en 1998,
et dont le siège est installé à Abidjan, offre aux États membres la possibilité d'émettre des emprunts obligataires par syndication à travers des appels publics à l'épargne. Et depuis 2001, les pays de l'Union peuvent également émettre des bons, c'est-à-dire de maturité inférieure ou égale à 2 ans, et des obligations du Trésor dont la maturité est supérieure à 2 ans, avec l'agence UEMOA Titre qui assure alors, en collaboration avec la BCEAO, l'organisation des adjudications à l'échelle régionale. L'adoption donc d'un cadre de politique monétaire accordant une place prépondérante à la lutte contre l'inflation a conduit à supprimer progressivement les concours directs octroyés aux États par la Banque centrale. Et leur interdiction par les statuts de la BCEAO depuis 2010 a donc conduit ces derniers à privilégier un financement direct par le marché. En moyenne, donc pour la période courant de 2004 à 2014, les montants mobilisés sur le marché régional de la dette publique n'ont représenté que 20% des financements globaux des différents pays donc de l'UEMOA. Cependant, le marché régional de la dette publique est devenu peu à peu la principale source de financement interne des pays de l'UEMOA. Ainsi, entre 2001 et 2015, les émissions de titres de dette souveraine ont été multipliées par 60, passant de 5 milliards environ à 3 304 milliards de francs CFA d'Afrique de l'Ouest. En 2015, tous les États membres de l'UEMOA sont intervenus au moins une fois sur le marché régional. Et avec 83% des montants mobilisés, le marché par adjudication constitue la principale voie d'émission utilisée par les États de l'Union sur le marché des titres publics. Donc, alors que les premières émissions étaient essentiellement concentrées sur le segment court terme du marché, la part des obligations s'est fortement accrue en liaison avec la volonté des trésors nationaux, d'une part, de construire une courbe de taux de référence pour l'ensemble des maturités et d'autre part, d'augmenter la duration de leur dette en lien avec les besoins de financement à long terme issus des importants programmes d'investissement mis en œuvre dans le cadre des plans de développement nationaux. Ainsi, la structure de l'encours est aujourd'hui dominée par les obligations qui représentent 79% du total en fin 2015. Toutefois, la durée de vie moyenne des titres émis ne dépassant pas 3,2 ans à la fin 2015, l'encours net des titres de la dette souveraine en monnaie locale a atteint 12,2% du PIB régional à la fin 2015. Sur la base donc des programmes d'émission communiqués par les États de l'UEMOA, le montant total des émissions brutes ressortirait à 3 408 milliards de francs CFA en fin 2016, soit une hausse de 3,2% en variation annuelle. Donc, en fait, tous ces chiffres-là qui sont en train d'être donnés ici, c'est en quelque sorte pour montrer la dynamique que ces initiatives d'allègement de la dette ont permis à ces États-là de pouvoir émettre des titres, ce qui n'était pas possible dans le passé parce que leur niveau d'endettement ne leur permettait pas de le faire, mais maintenant, ils peuvent le faire au niveau international parce qu'ils ont bénéficié des allègements, donc des initiatives d'allègement de leur dette. Les émissions d'eurobonds aussi libellées en dollars sont néanmoins demeurées limitées dans les pays de la zone franc. Entre 2009 et 2015, les États de la zone franc ont sollicité les marchés internationaux à plusieurs reprises dans un contexte de bonne tenue de leurs économies, souvent associé à une plus grande stabilité politique, ainsi qu'à la mise en œuvre de politiques macroéconomiques plus rigoureuses. Et en 2015, le stock d'eurobonds ivoiriens sur le marché a même atteint 4,25 milliards de dollars, soit le montant le plus important en Afrique subsaharienne, hors l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez que la Côte d'Ivoire, qui était effectivement un pays qui faisait l'objet endetté et qui faisait l'objet d'une attention particulière, aujourd'hui, c'est ce pays-là, avec les initiatives d'allègement de la dette, qui a émis des euros sur le marché international et qui représente une référence au niveau de l'Afrique subsaharienne, à part justement l'Afrique
du Sud. Et donc, cette dynamique est beaucoup plus importante au niveau donc, de l'espace UEMOA que dans l'espace CEMAC. En 2015, la hausse donc, de la version au risque des investisseurs en liaison avec les prémices d'une reprise économique dans les pays développés et la perspective d'une remontée des taux d'intérêt historiquement bas aux États-Unis rend moins attractives les obligations africaines et l'assombrissement des perspectives économiques pour les pays exportateurs de matières premières extractives a rendu des conditions d'émission d'obligations internationales moins favorables, notamment pour les pays de la CEMAC qui sont fortement dépendants des revenus du pétrole. Le succès mitigé donc, de l'émission du premier eurobond de l'État camerounais d'un montant de 1,2 milliard en est en quelque sorte une illustration. Cependant, le recours aux marchés internationaux ne saurait être abandonné compte tenu à la fois des besoins en financement considérables des États et de l'étroitesse des marchés régionaux, en particulier dans la CEMAC. Voici à ce niveau que nous allons nous arrêter par rapport donc, à cette deuxième partie du module 4. Je vous remercie pour votre aimable attention.